Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avant de démarrer le podcast d'aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous ce petit message laissé sur Apple Podcast par Madame BJ. Elle m'écrit « Merci pour tous ces partages qui font du bien et nous ouvrent les yeux sur une nouvelle façon de faire dans le respect et la bienveillance. Continuez comme ça et merci pour ce travail. » Alors merci beaucoup Madame BJ. Effectivement, le respect et la bienveillance, ce sont deux valeurs qui m'animent profondément. Et donc je suis ravie que ce soit ce qui ressorte du podcast. Merci infiniment et je trouve que ce petit avis que vous avez laissé correspond tout à fait au thème que je veux explorer aujourd'hui, à savoir la pédagogie Montessori et la discipline positive, ou plutôt les liens entre les deux, les grandes similitudes entre les deux. Alors merci beaucoup parce qu'à travers un avis comme celui-là, et puis les 5 étoiles que vous avez rajoutées, eh bien vous contribuez à faire connaître ce podcast à d'autres parents comme vous. Et donc si vous aussi, vous appréciez les contenus de ce podcast, si vous trouvez que ça vous est utile, eh bien je vous serai très reconnaissante de prendre 2 minutes, là, de mettre le podcast sur pause et de prendre 2 minutes pour aller sur Apple Podcast, iTunes, enfin peu importe, mais il n'y a malheureusement que la plateforme d'Apple qui permette de laisser des notes et des avis. Et donc d'aller sur Apple Podcast et de laisser une petite note. Alors, je vous avoue qu'un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Pour l'instant, la moyenne du podcast est à 5 étoiles. Donc je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et puis de laisser un petit message, un petit avis, un commentaire. Ça aidera d'autres parents à savoir que ce podcast est un podcast de qualité, du moins je l'espère. Et ça contribuera à faire en sorte que des plateformes comme Apple diffusent davantage ce podcast auprès d'autres parents, le fassent découvrir à d'autres parents. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris votre petite pause et que vous avez laissé ce message. Maintenant, on peut reprendre sur le podcast. Alors, vous avez sans doute entendu dans l'introduction du podcast combien la pédagogie Montessori et la discipline positive sont au cœur de ce dont je vous parle ici. Mais je n'avais encore jamais fait d'épisode sur le lien entre les deux, les rapprochements, les similitudes entre les deux. Donc c'est un petit peu l'occasion ou jamais, parce que c'est ce qui a vraiment pour moi été une révélation en approfondissant chacun de ces deux domaines. C'est de voir à quel point nous étions sur la même longueur d'onde entre les montessoriens d'un côté et les praticiens de la discipline positive de l'autre. Alors, si vous écoutez ce podcast, vous êtes sans doute surtout familier de la pédagogie Montessori, c'est vrai que j'en parle très souvent, et peut-être que la discipline positive, c'est quelque chose qui est encore un petit peu flou pour vous. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de ce qu'est la discipline positive. J'ai déjà écrit un article sur les critères de la discipline positive et ce qui la distingue, ou plutôt ce qui la caractérise dans cette grande nébuleuse qui est l'éducation bienveillante, dans laquelle on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Et oui, la discipline positive fait partie de l'éducation bienveillante, mais vous allez le voir, ce n'est pas tout, ça n'est pas que de la bienveillance, la discipline positive. Donc vous trouverez dans les notes de cet épisode un petit renvoi vers cet article que j'ai déjà écrit pour en savoir un petit peu plus sur la discipline positive. Et sans vous faire un historique complet, sachez simplement que c'est quelque chose, disons un mode de parentalité qui a été, non pas inventé parce qu'il existait de tout temps, mais qui a été davantage théorisé et vulgarisé par Jen Nelson et Lynn Lott, deux mamans qui ont fait des études de psychologie, etc., en s'appuyant sur les principes du psychologue Alfred Adler, qui était psychanalyste et puis qui a fondé ce qu'on appelle la psychologie individuelle. Malheureusement, Alfred Adler est quelqu'un qui écrit des livres un petit peu compliqués, et le grand travail de Rudolf Dreikurs, qui l'a suivi, qui était l'un de ses disciples, et plus tard de Jen Nelson et de Lynn Lott, ça a été de rendre tout ce travail beaucoup plus concret, avec toute une boîte à outils de la discipline positive. Le tout
sans jamais chercher des solutions miracles ou des astuces qui vont fonctionner pendant 2 semaines, mais vraiment des outils qui travaillent en profondeur pour renouveler nos relations de famille, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi bien dans la pédagogie Montessori que dans la discipline positive, tout ce que l'on va aborder concernant les relations parents-enfants ou éducateurs-enfants, en fait, ça s'applique aussi à toutes les relations humaines. Et de la même façon que l'on utilise aujourd'hui la pédagogie Montessori dans les maisons de retraite avec des personnes âgées, ou bien dans l'entreprise avec un management Montessori, et bien de la même façon, on utilise aussi la discipline positive en entreprise, dans le couple, dans la classe, bref, dans toutes les relations humaines. Ça n'a rien de propre à la relation entre l'enfant et l'adulte. Alors évidemment, il faut aussi connaître les étapes de développement de l'enfant. C'est ça qui est propre à la relation enfant-adulte, c'est que nous n'en sommes pas au même niveau de développement, que nous ne sommes pas rigoureusement identiques, mais l'une comme l'autre, pédagogie Montessori et discipline positive, s'attachent avant tout à travailler sur les relations humaines, sur ce qui fait le cœur des relations humaines. Et je voudrais développer avec vous aujourd'hui 5 grands points communs entre la pédagogie Montessori et la discipline positive. Le premier, ce sont les valeurs communes de bienveillance, de fermeté et d'encouragement. Si l'on veut résumer la discipline positive, on peut la résumer avec ces 3 mots. Bienveillance et fermeté, d'un côté. C'est un équilibre qui est délicat à trouver. C'est pour ça que, comme je vous le disais, la discipline positive ne se réduit pas, ne se résume pas à la bienveillance. Parce que la bienveillance seule, et l'excès de bienveillance seul, ça aboutit au laxisme. Ça n'est pas du tout ce que nous voulons. Dans la discipline positive, nous nous attachons à trouver cet équilibre entre bienveillance d'un côté et fermeté de l'autre. Et c'est exactement ce que dans la pédagogie Montessori, on appellerait liberté et discipline. C'est-à-dire que dans la bienveillance, on laisse l'enfant faire beaucoup de choses, donc on le laisse libre. Et en même temps, on fait preuve de suffisamment de fermeté, d'un certain cadre, et c'est ce que l'on retrouve dans la pédagogie Montessori sous le nom de discipline. Sachant que la discipline à laquelle on veut parvenir est une autodiscipline. On veut faire en sorte que l'enfant commence à se fixer ses propres règles et à les respecter. Ces thèmes de bienveillance et de fermeté, de liberté et de discipline, on peut en fait les résumer par un seul mot, le respect. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'avis qu'a laissé Madame Bégy sur le podcast et qui parle de respect et de bienveillance. Parce qu'en fait, dans une relation parent-enfant, si l'on parle de bienveillance, c'est le respect que nous, parents, nous allons avoir pour l'enfant. Et si l'on parle de fermeté, c'est parce que nous nous respectons aussi nous-mêmes. Et nous respectons notre environnement, notre cadre, la loi, par exemple. Le fait de ne pas jeter de détritus par terre dehors, ça c'est le respect de notre environnement, de notre ville, de notre communauté. Et de la même façon, la liberté, c'est le respect que nous portons à l'enfant, et la discipline, c'est le respect que nous cherchons à lui inculquer envers nous-mêmes, envers les autres, envers son environnement. Donc bienveillance et fermeté, liberté et discipline, respect de soi, respect des autres, tout ça, ça se retrouve aussi bien en discipline positive que dans la pédagogie Montessori. Et le 3e mot par lequel on peut résumer la discipline positive, c'est l'encouragement. Alors là aussi, c'est un mot un petit peu délicat. Souvent, on a du mal à comprendre ce que signifie encourager. Là encore, il va être difficile de vous résumer ça sans faire tout un épisode de podcast dessus. Mais j'ai déjà un petit peu abordé cette question de l'encouragement. Donc là aussi, je vous mettrai les liens vers les épisodes concernés. D'encourager plutôt que de féliciter dans la vie quotidienne et puis dans le travail. Parce que la discipline positive cherche aussi bien à s'éloigner de la punition que des compliments ou des récompenses. Et de même, la pédagogie Montessori cherche à transmettre à l'enfant la confiance en soi à travers les encouragements pour que de lui-même il ait envie de travailler, de faire telle ou telle chose, plutôt que de le récompenser ou de le complimenter de façon à le pousser à faire quelque chose. On veut qu'il fasse les choses pour lui-même et non pas qu'il fasse les choses dans l'espoir d'une récompense ou par peur d'une punition. Donc cette notion d'encouragement, nous la partageons totalement, aussi bien dans la communauté montessorienne que parmi les praticiens de la discipline positive. 2e grand point commun.
les deux reposent sur la même vision de l'enfant. Dans cette vision de l'enfant, l'adulte n'est pas supérieur à l'enfant. Certes, il est responsable de lui, donc la relation n'est pas totalement symétrique, mais l'adulte n'est pas supérieur à l'enfant. Il a plus d'expérience, il sait plus de choses, etc. Ça n'est pas pour autant de la supériorité. L'idée va être de susciter la coopération, de faire confiance à l'enfant, de lui montrer l'exemple, de développer les uns envers les autres le respect, la confiance en soi et l'estime de soi. Et, point fondamental, les règles sont valables pour tous, pas seulement pour l'enfant. Dans un espace, une ambiance Montessori, tout le monde chuchote. Les enfants, les élèves, comme les adultes, les éducateurs. Tout le monde se plie aux mêmes règles. Si l'adulte commence à dévier de ces règles, par exemple à laisser traîner son manteau au lieu de l'accrocher au porte-manteau, à oublier de ranger un matériel alors que tout le monde doit ranger un matériel après l'avoir utilisé, forcément les enfants vont suivre son exemple. On ne peut pas, dans la pédagogie Montessori ou dans la discipline positive, dire à l'enfant « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Nous devons absolument, nous aussi, nous tenir aux règles que nous demandons à l'enfant de respecter. Alors évidemment, il peut y avoir des cas où nous ne respectons pas les mêmes règles. Par exemple, un jeune enfant va avoir des contraintes au niveau des temps d'écran, par exemple, qui seront bien différentes de celles d'un adolescent ou d'un adulte. Un adulte va manger davantage qu'un jeune enfant. Nous n'avons pas les mêmes besoins, etc. Mais lorsque cela a du sens, l'adulte doit respecter les mêmes règles que l'enfant. Il n'est pas supérieur à lui et l'objectif est vraiment de développer une relation de confiance où chacun se respecte et partage une bonne estime de soi pour susciter la coopération et non pas forcer. Et donc on retrouve la notion de privilégier l'encouragement plutôt que les récompenses, les punitions ou les compliments. Troisième point commun, et ça faisait partie des critères qui caractérisent la discipline positive comme mode de parentalité, je vous renvoie à l'article où j'explique justement ce qu'est précisément la discipline positive. Maria Montessori comme Jan Nelson se sont attachés à travailler sur le long terme. Il ne s'agit pas, je vous le disais en introduction, de trouver des astuces, de trouver des trucs, de trouver des choses qui vont fonctionner pendant un temps très court. Notre objectif est de développer des compétences de vie sur le long terme. Et plutôt que des connaissances académiques, des compétences scolaires, etc., c'est vraiment de développer des qualités, des compétences de vie, des talents qui vont servir à l'enfant lorsqu'il sera adulte, lorsqu'il sera beaucoup plus grand. Il y a une citation de Maria Montessori que j'aime beaucoup et que je reprends souvent. Je suis désolée si vous m'avez déjà entendu la mentionner, mais je la trouve très belle. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. En revanche, ce que nous pouvons développer aussi bien à travers la pédagogie Montessori que la discipline positive, ce sont des compétences qui leur serviront dans tous les domaines, comme la résolution de problèmes, des compétences sociales, relationnelles, etc. Et aussi des compétences pratiques dans la vie quotidienne. Savoir recoudre un bouton, savoir se préparer à manger. Combien de jeunes adultes aujourd'hui ne savent pas se faire cuire des pâtes ? Et je le vois bien, puisque régulièrement, lorsque nous avons fait appel à des babysitters, j'ai pu m'apercevoir que des jeunes de 20 ans, 21 ans ne savaient pas faire cuire des pâtes. Ou ne savaient pas faire une omelette. Bon, peut-être qu'on peut se dire que c'est indispensable d'outiller nos enfants, de les équiper de ce type de compétences. Eh bien, ça tombe bien. Dans la discipline positive, évidemment, nous allons faire participer les enfants aux tâches de la famille. Et dans la pédagogie Montessori, il y a tout un domaine de travail qui s'appelle la vie pratique et qui consiste justement à acquérir des compétences de la vie quotidienne. Savoir passer la pelle et la balayette pour ramasser quelque chose que l'on a fait tomber, que l'on a cassé. Savoir passer une éponge pour ramasser un peu d'eau que l'on aura fait tomber. Tout cela est indispensable au même titre que les tables de multiplication ou la conjugaison. Peut-être que, alors non, je pense que les multiplications seront toujours utiles à l'âge adulte, mais peut-être que les connaissances en histoire ou en SVT que nos enfants apprendront aujourd'hui
seront dépassés. Souvent, on remet en question certaines choses à force de nouvelles études et de nouvelles recherches, et peut-être que ces connaissances seront totalement dépassées dans 20 ans. En revanche, les compétences sociales et relationnelles, l'envie d'apprendre, la curiosité d'apprendre, la méthodologie, tout ça, ça leur servira, y compris pour apprendre, mettre à jour, disons, leurs connaissances dans des domaines qui auront évolué avec le temps. Donc encore une fois, pédagogie Montessori, discipline positive, dans les deux cas, on s'attache à travailler sur le long terme. Quatrième et dernier point, oui, je vous avais dit qu'il y en aurait 5. Je suis désolée, mais en fait, j'en ai fusionné 2 en cours de route parce que ça me paraissait plus logique. Quatrième et dernier point commun entre les deux. On ne peut pas forcer l'autre à faire quelque chose ou à changer. On ne peut pas changer l'autre de force. Tout ce que l'on peut faire, c'est se changer soi-même et changer l'environnement. Souvent, on essaie d'imposer quelque chose à notre enfant par pur autoritarisme, en se disant « je vais lui imposer ma volonté ». C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors oui, ça marche. Peut-être avec le soutien de la punition, ça marche pendant quelques temps, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. À un moment donné, l'enfant finit cependant toujours par se révolter. Et là, on a tout perdu, parce qu'on a aussi perdu la confiance qu'il nous portait. Pourquoi ? Parce qu'on a fait usage de la peur, de la menace, de l'autorité, au lieu de susciter la coopération. Eh bien, dans la pédagogie Montessori, on a bien conscience que l'on ne peut pas forcer un enfant à travailler. On ne peut pas forcer un enfant à apprendre. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas prendre un entonnoir et gaver mon enfant de connaissances. Ça ne marchera pas. Il faut que l'enfant ait envie d'apprendre, qu'il accepte d'apprendre. C'est pareil dans la discipline positive, dans tous les domaines liés à la parentalité. Je ne peux pas forcer mon enfant à dormir. Je ne peux pas forcer mon enfant à rendre service. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Même si j'en arrive à le punir, etc., je réussirai peut-être à le forcer un court moment, mais ça ne durera jamais. Sans compter que on connaît les ravages que peuvent avoir la punition, etc. aujourd'hui sur les enfants. Donc, au lieu de chercher à forcer l'enfant et de lui imposer sa volonté, notre volonté, nous pouvons nous changer nous-mêmes. C'est ce que je vous disais au début. On peut montrer l'exemple. On peut montrer que nous aussi, nous nous plions à certaines règles. Et puis, on peut adapter l'environnement. Par exemple, lui faciliter les choses en mettant les choses dont il a besoin à sa hauteur. On peut prendre du temps pour s'entraîner. On peut simplifier certains outils. On peut faire tout un tas de choses. Ça s'appelle préparer l'ambiance. C'est ce que Maria Montessori appelait l'environnement préparé. On ne va pas forcer l'enfant, mais on va susciter son envie de coopérer en créant un environnement agréable, en plaçant le travail à sa portée, en lui simplifiant les choses, en décomposant les étapes pour que ce soit facile pour lui. Bref, on va adapter l'environnement. On va chercher à stimuler la curiosité de l'enfant. Par exemple, s'il se désintéresse d'un matériel, on va peut-être le modifier légèrement pour le renouveler et susciter ainsi un nouvel intérêt chez l'enfant. Et donc, aussi bien en discipline positive que dans la pédagogie Montessori, jamais on ne cherche à forcer l'enfant. Parce que c'est stérile, ça ne fonctionne pas, tout simplement. À chaque fois, on va travailler sur nous-mêmes et travailler sur l'environnement. Et on va travailler ensemble avec l'enfant pour trouver des accords et pour que chacun coopère et apporte sa pierre à ce que nous voulons réaliser. Et donc pour que l'enfant, par exemple, se mette au travail dans de bonnes conditions, pour qu'il apprenne telle ou telle chose, mais également en l'écoutant, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que tel domaine lui semble inutile. Alors peut-être que nous allons lui montrer l'intérêt de tel ou tel domaine, pour essayer de le convaincre, et en acceptant aussi, c'est ça la difficulté, en acceptant aussi que peut-être notre enfant ne fera pas ce que nous attendons de lui. À partir du moment où on accepte qu'on ne peut pas forcer l'autre, eh bien il faut accepter que parfois, notre enfant ne fera pas ce que nous attendons de lui. C'est aussi sa liberté. Et c'est difficile à admettre en tant qu'éducateur, mais parfois un enfant a besoin de faire ses propres expériences. Et donc,
ne répond pas, ne réagit pas comme nous aimerions qu'il le fasse. Mais il en tirera des leçons par lui-même. Et on peut espérer qu'il en sortira grandi. Vous avez des enfants, par exemple, avec d'excellents parents, des parents très aimants, qui discutent beaucoup avec leur enfant, qui posent un cadre, etc. Et dont les enfants, au final, commencent à se droguer. Nos enfants gardent toujours une certaine liberté. Et il faut l'accepter, même si c'est difficile. Notre rôle à nous n'est pas de nous assurer qu'ils soient totalement protégés, ni de nous assurer qu'ils adoptent précisément tel ou tel comportement que nous estimons souhaitable pour eux. Notre but est simplement de les équiper, de leur donner les meilleurs outils possibles, et de savoir qu'ils peuvent toujours compter sur nous. Ensuite, ils conservent leur propre liberté. Nous ne pouvons changer que nous-mêmes et l'environnement. Nous ne pouvons pas changer nos enfants. Alors voilà, ça fait beaucoup de lâcher prise aussi, c'est quelque chose de délicat. Mais voilà donc ces 4 grands points communs entre la pédagogie Montessori et la discipline positive. Alors je vous les récapitule. 3 valeurs communes: bienveillance, fermeté et encouragement, que l'on retrouve dans la pédagogie Montessori sous les termes de liberté, discipline et encouragement. Une même vision de l'enfant, où l'adulte n'est pas supérieur à l'enfant. Dans les 2 cas, un travail sur le long terme, avec la transmission de véritables compétences de vie et pas seulement de compétences académiques. Et puis, cette notion qu'on ne peut pas forcer l'autre ou faire changer l'autre de force. Tout ce que l'on peut changer, c'est nous-mêmes et notre environnement. Alors je trouve qu'il y a vraiment une merveilleuse synergie entre les outils montessoriens et ceux de la discipline positive. C'est pour ça que la discipline positive trouve naturellement son application dans de très nombreuses écoles Montessori ou des classes Montessori, tout comme dans des familles montessoriennes qui appliquent les grands principes, la philosophie Montessori. Et au niveau des outils, les interactions entre les outils proprement montessoriens et les outils de la discipline positive sont d'une richesse incroyable. Par exemple, l'observation, qui est un outil montessorien phare. C'est l'un des rôles majeurs de l'éducateur Montessori que d'observer les enfants. Eh bien, cette observation de l'enfant, elle va venir alimenter un outil de la discipline positive qui s'appelle la recherche de solutions. À partir du moment où l'on a bien observé l'enfant, où l'on a décodé son comportement, eh bien, on va pouvoir trouver des solutions. Parfois avec lui, parfois avec d'autres parents, en tirant parti de l'intelligence collective, en cherchant à plusieurs des solutions à nos questions de parentalité. Mais tout ça va être nourri par l'observation montessorienne. Et ça n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres interactions possibles entre la pédagogie Montessori et la discipline positive. Alors c'est une grande joie pour moi d'avoir pu aborder ce thème avec vous aujourd'hui. Et j'en profite tout particulièrement parce que je vais commencer des ateliers de discipline positive à distance. Alors j'en ai déjà fait en présentiel, dont je ne vous ai pas parlé sur le podcast puisque ça ne concernait que des gens qui habitaient près de chez moi. Mais je vais lancer des ateliers de discipline positive sur Zoom à partir de maintenant. Et je vous propose, pour les personnes intéressées, un premier atelier d'essai le mardi 18 janvier 2022 de 14h à 16h. Alors, c'est un atelier d'essai qui donnera lieu ensuite à partir du mardi 1er février à une série d'ateliers, une série de sessions plutôt, toujours de 14h à 16h. Donc c'est vrai que c'est un atelier qui est plutôt destiné à des parents au foyer ou à des indépendants qui sont libres de leurs horaires, ou à des personnes qui auraient leur mardi après-midi de libre, certains enseignants peut-être, etc. Je vous demanderai simplement de ne vous inscrire à l'atelier d'essai que si vous êtes vraiment intéressé par la possibilité d'un atelier de discipline positive sur 7 séances de 2 heures le mardi après-midi, de 14h à 16h. Vous aurez toutes les dates sur le petit formulaire d'inscription. Si vous êtes simplement intéressé par la discipline positive, que vous voulez en savoir plus, mais que vous savez déjà que vous ne souhaitez pas vous inscrire à un tel atelier derrière, ou que les dates ne vous conviennent pas, que vous ne serez pas disponible pour plusieurs dates,
eh bien, je vous serais reconnaissant de ne pas vous inscrire à l'atelier d'essai. Je voudrais limiter le nombre de personnes à l'atelier d'essai pour que ce soit aussi interactif que possible, que chacun puisse me poser des questions. Et donc, je vais le limiter à probablement 30 personnes. Donc, pour permettre aux personnes réellement intéressées par l'atelier d'y participer, je vous remercierai de ne le faire que si vous le faites dans la perspective, peut-être, de vous inscrire à l'atelier dans son ensemble. Vous allez voir que la discipline positive, ça n'est pas du tout quelque chose que l'on enseigne sous forme de conférence. C'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus expérientiel que ça. On va faire beaucoup de jeux de rôle, il y aura beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'échanges entre les parents, des recherches de solutions entre parents aussi. Et beaucoup d'outils que l'on va découvrir au fur et à mesure, mais de façon vraiment concrète, qu'on va vraiment les absorber et non pas seulement les apprendre comme on le ferait dans une conférence ou en lisant un livre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que cela. Si jamais vous écoutez ce podcast un peu plus tard et qu'il n'est plus temps de s'inscrire à ce premier atelier sur Zoom, sachez que j'en reproposerai régulièrement. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire simplement à la liste de diffusion sur le Terrier des Montessori 7. Tous les liens vers le formulaire d'inscription pour l'atelier d'essai ou pour la liste de diffusion, tous ces liens sont dans les notes de cet épisode. Et vous serez ainsi tenu informé des prochains ateliers de discipline positive sur Zoom. J'en ferai d'autres ultérieurement en soirée. Là, simplement, pour des contraintes horaires, je souhaitais commencer par un atelier pendant l'après-midi. Bon, 14h à 16h, pour les parents qui ont des enfants à aller chercher à l'école, ça collera sans difficulté. Rassurez-vous, ça finira vraiment pile à 16h. Eh bien, j'espère vous avoir fait un petit peu découvrir les grands points communs entre la pédagogie Montessori et la discipline positive. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et de nous rejoindre lors de ce premier atelier de parents. Et je vous dis à très bientôt, déjà la semaine prochaine, pour un prochain épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.